Aujourd'hui, je me rappelle ces paroles d'une chanson. Madame Louise, elle est exquise. Et c'est pas tout à fait ça, mais c'est quand même encore ça. On continue sur la commune, et cette fois, on va parler de la commune de Louise Michel. J'ai même pas envie de présenter Louise Michel, tant elle est à la fois mythique et historique, et puis je la connais pas bien. Il s'agit pas ici de présenter le rôle de Louise Michel pendant la commune, mais un ouvrage de Louise Michel qui s'appelle La commune. Tac. Et je trouve ça absolument incroyable comme bouquin. Bon, je vous l'avais annoncé, il arrive, il est là. Je vais probablement lire les mémoires de Louise Michel, mais pas en suivant. J'ai un autre projet prévu, un autre bouquin prévu en intermédiaire. Archéo SF, j'oublie toujours les titres. Mais c'est cette anthologie de textes de 72 à 99, du 19e évidemment, sur la commune, par des communeux, des anticommunards, etc., des libéraux. Je le commence ce soir, je suis enchantée. Pas mal d'éditions de ce texte. Là, c'est l'édition des éditions La Découverte. Claude Retta et Éric Fournier, c'est une super édition complète, alors avec des petits rétablissements orthographiques, etc., mais notamment ce qu'on appelle donc des paratextes, et donc des notes des éditeurs scientifiques du texte. Alors, éditer, c'est mettre au jour, mais ça va être donc pour le coup construire le texte au plus près de ce que l'on peut avoir. Alors parfois, les choix peuvent être très compliqués, parce qu'un texte, ça évolue, des manuscrits. Si on prend le cas de Stendhal pour le rouge, il y a ce qu'on appelle des marginalia, c'est-à-dire des inscriptions en marge qui sont intégrées dans certaines éditions, notamment dans l'édition que j'utilise le plus souvent, l'édition Manninger, directement à l'édition sans être signalé, ça ce qui est gênant. Et avec en fait une préface, je sais pas si, oui, une préface, Paris fut servi au couteau, découpe de l'histoire, de Claude Retta. Donc Claude Retta est une femme, spécialiste notamment de Louise Michel. C'est extraordinaire. C'est ultra intelligent, hyper clair sur l'écriture et quelques motifs récurrents et le contexte un avant-propos dans ce cas-là, avec des passages Claude Retta, des passages Éric Fournier. Donc l'avant-propos il est de Louise Michel elle-même. Voilà, donc c'est La commune une horreur spectrale, Éric Fournier, et Découpe de l'histoire, Claude Retta. Hyper bien, vraiment hyper bien les deux textes, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, avant-propos de Louise Michel, ce livre qui est un livre d'histoire, mais évidemment que c'est une histoire qui est compliquée, et à la fin, des appendices dont je vais dire un mot rapide à un moment, sauf si j'oublie. Copyright, je sais même plus de quand, 2015 celui-là. Réédité, alors je l'avais déjà vu avec d'autres illustrations, mais le fait que l'illustration change et qu'on ait un retirage ne signifie pas qu'on ait une nouvelle édition. Mais là, on a bien un cas avec une nouvelle couverture, et donc une édition qui date de 2015 avec des éditions bien sûr antérieures. Par exemple, l'édition des mémoires de Louise Michel que j'ai est quand même bien antérieure à l'édition Claude Retta. Je vais voir dans quelle édition je lis, est-ce que j'en rachète une ou pas. C'est un livre d'histoire et ça n'en est pas un, c'est-à-dire que pour comprendre complètement le contexte global, je conseillerais quand même de passer au moins par, je sais pas, l'article Wikipédia, Universalis, si vous y avez accès, des choses comme ça, un peu générales, parce que on est dans une histoire qui n'est pas archi immédiate, ça n'est pas la première histoire de la commune, et d'ailleurs Louise Michel cite beaucoup, notamment celle de Les Cigarets, je crois. Je sais pas comment ça se prononce en revanche. Et je ne l'ai pas lue, celle-là. On a évidemment celle de Maxime Ducamp qui est un peu citée aussi, mais qui, en 4 volumes, qui est très franchement anticommunarde et la plus anticommunarde de tout ce qui a été publié sur la commune. Et voilà, ça coûte 14,50 €. Bon, je vous dis les trucs un peu pratiques, même si je l'ai lu dans mon lit, sauf vraiment dans ces moments-là. Ça tient bien ouvert pour lire ça sur le ventre avec oreiller. C'est facile à tenir dans le métro, ça fait toujours partie des choses qui sont importantes à mon avis. Et c'est pas écrit trop petit, en tout cas pour moi. C'est dense, je viens de le finir, je suis soufflée.
par le souffle de l'histoire, excusez-moi pour les jeux de mots foireux ou les polyptotes. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on n'est pas dans une histoire immédiate, ce n'est pas un journal de la Commune, ça n'est pas non plus juste après la Commune, c'est, comme le dit Louise Michel dans son avant-propos, ce moment où, à l'heure actuelle, donc au moment où elle écrit, la Commune est au point pour l'histoire. C'est-à-dire que on est à distance de 25 ans c'est une génération, mais avec les survivants toujours vivants, enfin, pour une bonne part. Donc c'est ce moment où il faut le faire. Et il s'agit d'un livre d'histoire qui va s'inscrire donc dans une histoire longue, téléologique, donc c'est-à-dire une histoire qui a un but, progressive et révolutionnaire. Alors, pas mal de questions peuvent surgir, donc bon, il y a des motifs qui m'ont vraiment marqué, donc tout ce qui va être de l'ordre évidemment des métaphores comme souvent, mais je vais en reparler. Et ce à quoi je m'attendais moins, de l'humour de Louise Michel. Non pas que je l'imaginais ennuyeuse, hein, mais c'est hyper intéressant cet humour. Alors, petit résumé, annonce un peu téléologique, et donc ce qui va commencer, donc première partie, l'agonie de l'Empire, pour avoir, ensuite je vais prendre avec la table des matières, ça sera plus lisible. Alors dédicace, avant-propos, l'agonie de l'Empire, la République du 4 septembre, la Commune. L'hécatombe, depuis. Donc on est en plus donc en 5 parties. 5 parties, c'est une tragédie. Et ensuite les appendices. Alors l'ordre est donc globalement chronologique, avec de tout petits moments qu'on appelle, à la suite de Gérard de Genette et des discours du récit, des achronies. Anachronies, pardon. Donc c'est pas anachronisme, anachronie, qui sont donc des ruptures de l'ordre du récit, avec des effets d'annonce, ça c'est ce qu'on appelle des prolepses, des effets qu'on dirait flashback au cinéma, qu'on va appeler des analepses, avec un N, un L. Et oui, bah, c'est du thémato chronologique, hein, ce qui est ultra logique et habituel en histoire, et qui permet quand même de suivre, avec des phénomènes quand même assez de progression assez marquants, qui vont être une présence de plus en plus marquée de Louise Michel dans son récit. Évidemment, c'est toujours elle qui l'écrit, mais qui va elle-même aussi se mettre de plus en plus en scène, et si j'en crois les notes, avec un chevauchement de plus en plus net entre ses mémoires et ce texte, hein, la Commune. Énormément de documents insérés, extraits, articles de journaux. Alors, et elle, donc articles de journaux, actes juridiques, même jusqu'à sa carte d'identité de déporté. Je vous spoil un peu ça, hein, je divulgage. Des courriers postérieurs, mais ou retrouvés ensuite. Histoire d'Henri Rochefort, donc l'histoire de Les Cigarets, même quelques passages de Maxime Ducamp, mais assez peu, etc. etc. Donc ça va faire qu'on n'aura pas seulement la voix de Louise Michel racontant, ça n'est pas un témoignage, c'est un livre d'histoire, qui est d'une histoire qui est sourcée, qui montre ses sources, et qui va passer par des témoignages et parfois des citations de plusieurs pages de ces documents, souvent avec une typologie un peu différente. Et des effets d'écho, de voix, donc parfois de discours rapportés de l'époque postérieure, etc. Et parfois aussi des chansons. Et ça, j'y suis quand même assez sensible. Et voilà. Et donc, en fait, elle fait débuter son livre assez avant la Commune, ce qui permet d'avoir un contexte assez net et assez clair. Ça, si on compare avec ce que font Vautrin et Tardy dans Le Cri du Peuple, on n'a pas du tout les mêmes limites temporelles, et elle ne s'arrête pas à la semaine sanglante, elle continue bien après. Puisqu'on a donc l'hécatombe, donc la semaine sanglante, et qui a duré plus qu'une semaine, hein, et le depuis, qui montre bien une rupture, hein, la Commune achevée, avec donc l'emprisonnement. Enfin, l'emprisonnement commence un peu avant, mais donc ce moment, c'est le procès en fait qui fait la bascule. Et même si le moment lui-même est assez court. Et ce qu'elle appelle le voyage néo-calédonien, je crois qu'on dira plutôt néo-calédonien, non ? Je suis même pas sûre. La vie en Nouvelle-Calédonie et jusqu'au retour.
Donc finalement, la commune s'achève pour elle avec le retour à Paris, et l'annonce extrêmement, là avec un ton, j'ai envie de dire lyrico-scientifico-emphatique, de la commune qui n'est pas morte et qui survit. Et ça, on a quelque chose, bon, je n'ai pas envie de dire que c'est les deux corps du roi, parce que on n'est pas du tout non plus dans ça, donc c'est le roi est mort, vive le roi. Parce qu'il y a, j'oublie le nom de ce théoricien. En plus, j'arrive à le lire, mais pas distinctement, puisque j'ai une mémoire assez visuelle. Vous allez me le dire dans les commentaires. Mais que le roi, la personne du roi, représentait le corps en tant que royauté métaphorique, en son corps charnel et mortel. Der König ist tot, es lebe der König en allemand. Mais ça, c'est vraiment un truc qui est très, très français, je crois. Ça doit se trouver en Angleterre aussi. Le double corps du roi et mais c'est toujours hyper intéressant, ça serait une métaphore. Sauf que ce corps ici, il est multiple et qui va passer par le fait d'avoir entendu quelqu'un dire la commune n'est pas morte, etc. Et par donc un espoir révolutionnaire nourri de science et de scientisme. Et ça, j'étais absolument enchantée parce que ce sont bien mes dadas, ces questions entre science, nature, histoire. J'ai oublié de le dire, il y a à la fin un petit dossier iconographique avec des choses très émouvantes comme cette reproduction d'une photographie. Alors Louise Michel, elle est ici. Et c'est notamment cette gravure, cette photographie donc dans les journaux qui a permis à sa mère de savoir que Louise Michel n'était pas morte. Et ça fait partie, voilà, et c'est quelque chose qui n'a pas pu être fait parce que la matérialité du livre est pas mal prise en compte, surtout à la fin pour dire je n'ai plus la place, il me faut un peu de pages, etc. Et donc, il y a quelque chose comme ça ici qui est très... Alors, c'est à la fin c'est après les appendices. Cette fin de ce traité, de cet essai historique, enfin, c'est quand même vraiment un livre d'histoire, hein, annonce donc un nouveau temps révolutionnaire, non pas exactement messianique, mais nourri des progrès de la science, et elle va jusqu'à supposer, je ne vais pas complètement divulgacher parce que c'est très beau à lire, une forme de télépathie par la photo, c'est splendide. Mais j'ai souligné ça, mais la science que rien n'arrête va si vite que bientôt tous les mensonges disparaîtront devant elle. Ça, là, on est vraiment dans ces histoires, dans cette vision, de cette philosophie de l'histoire téléologique, donc qui suit un but progressif et qui donc passe par la science. Cette science, on la retrouve beaucoup en Nouvelle-Calédonie, puisqu'on va avoir quand même plusieurs pages d'affilée qui sont un véritable traité d'histoire naturelle sur la faune et la flore de la Nouvelle-Calédonie. Et avec donc les papillons, une évolution des papillons, est-ce que ça vient du fait d'être arrivé d'Europe, etc. Et alors sur la déportation de Louis Michel en Nouvelle-Calédonie, il y a un film où c'est Sylvie Testu qui incarne Louis Michel là-bas. C'est pas du tout le même registre, mais j'ai adoré le film, je le conseille. Je l'avais trouvé sur YouTube, je ne sais pas s'il y est encore. Louis Michel, Nouvelle-Calédonie. Sur le récit de la déportation. Et cette croyance, donc, en une forme de vitalisme révolutionnaire, hein, je suis page 418, une vie révolutionnaire renaissait, l'idée aussi grandissait de toutes les douleurs souffertes. Important. Et là, le dolorisme que je questionnais chez Vallès, il va, chez Louis Michel, amener une conscience plus accrue de la nécessité de continuer et de continuer encore différemment. Et donc, le fait de souffrir fait progresser. C'est pas tout à fait la même chose que la Fédération des douleurs de Jules Vallès, mais ça se rejoint, ça m'a énormément plu. Minute par minute, le vieux monde s'enlise davantage, l'éclosion de l'ère nouvelle, ère géologique, hein, est imminente et fatale, rien ne peut l'empêcher, rien que la mort, seul un cataclysme universel, on est presque chez un super cuvier là, empêcherait l'éocène qui se prépare. Et donc la nouvelle ère de l'humanité est un éocène, c'est-à-dire une ère géologique. Bon là je vous lis vraiment des passages qui vous trollent sans troller, mais qui vont donner un sens à la souffrance vis-à-vis du progrès de l'histoire, donc de façon quand même très différente de ce que fait Renan. Et je ne pense pas que Louise Michel ait été une grande lectrice de Renan. Très grande lectrice de Victor Hugo, et on a beaucoup d'accents hugoliens chez elle. Mais ici, donc, avec cette vision de l'histoire qui va se hâter en fait à la fin et qui se fait prophétique. Ça rappelle la légende des siècles. Hein. Là, on a quand même une structure qui peut être proche, évidemment, avec quelque chose de beaucoup plus resserré sur cet événement historique qu'est la Commune, et avec des registres, donc des tonalités très,
différentes hein, au fur et à mesure du texte, et ça m'a beaucoup intéressée. Parce que La Semaine sanglante n'est pas exactement ce que je pensais. Alors là-bas, la double préface mentionne beaucoup le romantisme noir de Louise Michel, et qui passe notamment par ses accents hugoliens, l'ombre, la lumière, donc ces jeux d'antithèse, notamment le spectre, lui aussi vient d'Hugo. Alors chez Hugo, ça passe notamment par l'image des larves, qui sont les fantômes de l'Antiquité. Le spectre, c'est une image révolutionnaire qui me paraît extrêmement importante. Évidemment, on va la retrouver chez Marx. Le spectre, le communisme. Je récite mal. On va m'en vouloir, Madame la dictatrice, je suis désolée. Hein, mais corrigez-moi. Et ça va arriver encore dans les spectres de Marx chez Derrida. Et là, cette image du spectre, je dois avouer que j'ignorais sa présence, qui permet de parler de ce que nous, on appellerait aujourd'hui des mythes ou des fantasmes. Mais qui permet de parler d'espèces de demi-vie. Alors la demi-vie, évidemment, aujourd'hui on le pense en des termes nucléaires, j'en avais parlé avec Volodine et Terminus Radieux, de la construction qui me paraît hallucinante de Terminus Radieux, mais de ces moments hallucinés, et qui permettent de dire la vie aussi dans les espaces de non-vie, et qui permettent de donner une présence à ceux qui sont morts, et notamment aux révolutionnaires morts, et à tous les innocents, je ne sais pas si on est coupable quand on est révolutionnaire, mais en tout cas à ceux qui sont morts, en tout cas, du hasard de la folie sanguinaire des Versaillais, et de même parfois quelques Versaillaises, mais beaucoup plus des Versaillais. Alors, très marqué par les références, là encore comme chez Vallès, mais le ton n'est pas valésien, mais Vallès est cité à plusieurs reprises, notamment Le Cri du Peuple, hein, mais pas de façon personnelle, là il faut que je cherche, donc de 93, plus d'ailleurs que de 30 ou de 48, même si là aussi Blanqui reste une figure extrêmement importante et les blanquistes, mais on a beaucoup moins ces jeux, et même l'Antiquité, et ça notamment en arrivant de Nouvelle-Calédonie avec cette colline comme à Rome, c'est explicite. Ça permet, nous disent les notes, et je suis d'accord, de donner un souffle épique. Je dirais que ça permet de relier aussi des histoires et des régimes d'historicité différents pour inscrire l'histoire révolutionnaire de la commune dans une histoire longue qui va la rendre nécessaire, et cela en raison de son rattachement à une histoire géologique. C'est quelque chose qu'on trouve aussi chez Marx. Voilà, avec donc cette dialectique de l'histoire chez Marx, ça passe pas par des termes dialectiques, mais enfin explicitement dialectiques, mais quand même par des jeux de force antagonistes, d'ombre, de lumière parfois, mais aussi donc par exemple de ces inconscients esclaves qui sont ceux qui se mettent du côté des Versaillais, alors que c'est comme ces pauvres qui votent à droite, on comprend pas. Voilà, pour le schématiser de façon vulgaire. Et de ceux qui iront non seulement pas dans le sens de l'histoire, mais même pas dans le sens de leurs intérêts. Mais l'histoire, selon Louise Michel, n'est pas une histoire d'intérêt. Beaucoup de documents cités qui vont amener un document polyphonique, un texte d'histoire qui fait entendre des voix, et ça c'est notamment le cas avec les nombreuses épigraphes, c'est-à-dire les citations mises en exergue, qui sont souvent signées LM, c'est-à-dire Louise Michel, et les notes permettent d'avoir souvent les sources. Et Louise Michel se cite aussi à plusieurs reprises, alors plutôt dans la fin du traité, au moment où elle apparaît plus. Ça va permettre de donner comme des témoignages d'époque, de ce qu'elle a pu écrire, soit se ramenant à cette époque, soit directement de cette époque. Et ça va raccrocher l'écriture de l'histoire à une écriture poétique, et l'écriture poétique à une écriture de l'histoire. Tout va de concert. Et la polyphonie, elle est bien de l'ordre du concert, notamment avec les chansons, et l'image du chœur, pas omniprésente, hein, mais qui est quand même assez récurrente, notamment à la fin, va aussi, donc le chœur CH, hein, le chœur des chants, et elle était institutrice, et notamment chargée des leçons de chant et de dessin. C'est une artiste qui écrit. Voilà, ça va être présent, et pourquoi ? Parce que ce chœur, c'est quoi un chœur ? Ce sont des voix multiples qui s'unissent pour faire une œuvre unique. Et ça, c'est une façon de penser le collectif dans l'histoire. Et le collectif comme une force motrice de l'histoire. Également, énormément de noms, elle cite autant qu'elle peut. Parfois avec des erreurs, parfois ça permet de retrouver la source de ses textes et de ce qu'elle va réécrire, mais globalement, elle évite vraiment la paraphrase, et on n'est pas dans du plagiat, mais dans de l'œuvre originale, et quand elle cite, eh bien, elle cite ses sources. J'ai envie de dire que Michelet est passé par là, même si Michelet
n'a pas l'air d'être une grande référence, en tout cas dans ce livre-là, mais je connais mal Louise Michel, je débute, je découvre, et je vais continuer, parce que c'est vraiment super bien. Et ça passe par les listes de noms de ceux qui étaient là, de ceux qui sont morts, celles qui sont mortes aussi, celles qui étaient là aussi. Il y a tout un chapitre femmes, plusieurs passages consacrés aux femmes, et elle parle de ses compagnes. Ça va avoir un effet mémoriel, et faire du texte un texte de commémoration, un texte qui va permettre aussi de compter les morts, parce que le décompte des morts de la commune, 100 000, dit-elle, a priori c'est moins, mais ça reste encore compliqué, on a retrouvé des charniers jusque dans les années 1920, 50 ans après. Ça va aussi rapprocher le texte d'un texte épique. Les listes de noms, c'est quelque chose de caractéristique des épopées déjà homériques, on le retrouve dans les chansons de geste. Et les listes de noms, elles font mémoire. On le retrouve ensuite dans les guerrières de Monique Wittig avec les listes de prénoms. Ça, c'est intéressant aussi. Mais on n'a pas un travail tellement sur le prénom. Alors, il y a quelque chose quand même sur se citer soi par initiale, citer les autres se citant, enfin, qui nous citent, etc. Donc, c'est quand même un truc où on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre de la volonté de ménager une distance historique et une forme d'objectivité qui va être lâchée au moment où finalement le parcours se fait plus solitaire avec l'hécatombe, donc la semaine sanglante, et ensuite la déportation, ils sont beaucoup moins. Et la mise en avant donc, d'une voix plus personnelle. Ça n'est pas qu'elle ose écrire, c'est dans ce livre-là qu'elle se met à ce moment-là en scène plus qu'en avant, mais voilà, et avec un entremêlement donc plus net d'avec l'autobiographie des mémoires, mais sans pour autant que cette partie-là soit à ramener complètement du côté de l'autobiographie. Là, la distinction, c'est que elle est là, mais elle n'est pas seule. Voilà. Et on est plus ici dans quelque chose qui est de l'ordre, qui est vraiment à mi-chemin entre les mémoires dans cette partie de l'ouvrage final, à mi-chemin entre les mémoires, c'est-à-dire témoignages personnels d'un moment important de l'histoire, ou en tout cas digne d'être raconté, les Ganda, dignes d'être racontés, ce qui doit être dit, ce qui doit être lu, plutôt les go. Et évidemment dans le texte historique à proprement parler, et parce que elle a joué un rôle important. Et aussi ça permet un autre élément qui est celui de l'attestation. Ça passe par le témoignage, elle était là, elle peut le dire. Et c'est quelque chose qui est absolument central. Alors, j'ai envie de travailler sur cette question du témoignage au 19e qui me paraît extrêmement importante et prendre ses formes au 19e siècle, mais c'est encore trop tôt. En tout cas, ça en fait partie et ça fait partie des textes complexes pour penser cette chose. Voilà, donc découpé comme une tragédie, mais ce n'est pas la catastrophe qui clôt la tragédie, mais l'espoir d'un renouveau. Donc, de toute façon, on n'est pas dans un théâtre, on n'est pas en unité de lieu, mais on a bien une unité d'action, ni non plus d'unité de temps, mais quelque chose, voilà, comme une unité thématique ou d'action, qui est la commune. Avec ce débordement des limites temporelles jusqu'au retour de Louise Michel, et donc au retour avec l'amnistie, mais au retour de la commune et donc des survivants de la commune en France, et de ce que ça va amener, et un lien qui se fait avec les lois scélérates. Alors il y a un petit jeu temporel sur ce qu'elle appelle loi scélérate, je ne me divulgage pas, surtout que les notes l'explicitent et que c'est intéressant, mais voilà, on est sur des questions là vraiment aussi de stratégie politique, mais qui vont nourrir une écriture de l'histoire quand même archi riche et complexe, et qui est résolument révolutionnaire pour faire advenir une nouvelle ère. Et donc c'est pour ça que cette écriture, elle appelle à une catastrophe, et elle accepte la catastrophe qui a été l'échec de la commune, parce que c'est cette catastrophe qui peut amener une nouvelle ère, et qui permet donc d'accepter les souffrances de l'histoire. Il y a quand même une place qui est faite à ces souffrances. Alors, romantisme noir, je dirais plutôt dans le début, avec des images assez sanglantes comme celles des bourgeoises comme autant de goules, ou de les Versaillais comme des vampires. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle le romantisme noir ou le romantisme frénétique. C'est compliqué le romantisme frénétique, mais en gros, le gothique français, qui permet de dire
et de défigurer ou de montrer l'inhumanité de l'ennemi. Ça, c'est quand même un truc qui est important et qui est assez topique dans des histoires, on va dire, engagées, mais qui est une réponse, notamment aux 4 volumes que Maxime Ducamp a consacrés à la Commune et dans lesquels il s'agit visiblement, je ne les ai pas lus, de condamner la Commune. Donc c'est une réponse qui est une réponse à la défaite, ou qui va expliquer la défaite, et répondre autant au jugement des communeux, ou des communards, plutôt des communeux, et répondre au jugement historique et littéraire, d'abord dans Ducamp, et ensuite d'autres figures. Et ça va amener un récit historique tel qu'on ne le fera plus tellement, enfin, qui va manquer. Voilà, Michelet là est cité, mais l'épisode de la lettre de Michelet est beaucoup plus complet chez Vallès, si c'est cela qu'on cherche, mais parce que Vallès était sur place. Enterrement de Victor Noir, etc. L'affaire racontée par Rochefort, alors qu'elle-même y était, mais avec ces jeux, qui en plus vont avoir des jeux de rétrospection quand Louise Michel sera interrogée juridiquement, sur son rôle et sa présence ou non à tel ou tel événement de la Commune. Et bien comme on l'a lu, on sait où elle était et où elle n'était pas, et donc ça amène des choses assez amusantes. Place des femmes assez importante, au moins un chapitre dédié, les femmes sont très souvent citées et mises en avant pour leur courage, et avec quelque chose que j'ai envie de dire comme de l'ordre d'un féminisme qui s'appellera pas féminisme, résolument pratique et non théorique, et donc directement égalitaire. Assez efficace, mais avec des choses très amusantes sur la tenue, les godillots qu'elle porte et qui font qu'elle paraît suspecte, ou qu'on la prend pour un homme déguisé, ou parfois elle est habillée en homme, parce que en fait c'est plus pratique, et qu'elle ne s'embarrasse pas des conventions. Ça, c'est assez frais. C'est vraiment agréable à lire, ça fait vraiment du bien. Et mention notamment donc, des barricades de femmes, du rôle des femmes, du courage et de l'action des femmes, donc très souvent ambulancières, mais pas seulement, des prisons de femmes et du refus d'un traitement différencié entre les femmes et les hommes, notamment pendant la déportation, puisque il y a quelque chose de l'ordre d'un universalisme revendiqué, avec une logique immédiate. Elle rappelle qu'il n'y a pas eu de pétroleuse à part elle. Elle est effectivement la seule à apparemment avoir appelé au feu dans Paris. Et Louise Michel, en tant que femme, a un statut très particulier, mais ça va passer essentiellement du côté d'un amusement autour de la coquetterie ou de la tenue, de la coquetterie au moment où elle pense qu'elle va être fusillée, et puis avec une centaine d'autres prisonniers qui pensent tous être fusillés, ils mettent un peu d'ordre dans leurs vêtements, parce que c'est quand même plus sympa. Ça c'est vraiment des passages que j'ai adoré et qui serre le ventre. Hein. Et tout cela passe encore... en fait, c'est de l'ordre de l'évidence, le rôle des femmes. Et elle n'oublie pas de parler des Versaillaises. Et là, en revanche, il peut y avoir des arguments peut-être un peu misogynes, mais en tout cas, les goules versaillaises répondent au mythe des pétroleuses. Mais franchement, il y en a, c'est quand même des touches. Hein. On n'est pas sur des pages et des pages de cet ordre-là. Et elle fait de très beaux portraits de femmes, notamment, mais pas seulement des portraits de femmes. Donc ça, c'est pas... je sais qu'on a une militante féministe. Je pense que c'est un féminisme qui est dérivé de son militantisme, et après ou pendant son voyage vers la Nouvelle-Calédonie, de son anarchisme, mais qui est d'abord lié à une personnalité quand même extrêmement atypique, et évidemment attachante, extrêmement admirable, et elle suscite l'admiration, extrêmement courageuse, et hyper drôle. C'est ultra drôle. Alors c'est pas drôle tout le temps, et assez symptomatiquement, c'est au moment de la semaine sanglante, donc dans la partie appelée l'hécatombe, qu'elle est la plus drôle. Comme si à ce moment-là, il fallait dire l'effroi, tout en l'atténuant par des scènes grotesques, réelles, mais aussi par quelque chose de l'ordre d'un courage devant la mort,
d'un dédain et d'un trollage absolu des Versaillais. Alors ça passe parce que c'est le moment de rencontre conflictuelle, évidemment, entre les Versaillais et les communeux, et avec des saillies, des répliques, en fait, elle les prend pour des cons, pour le dire de façon extrêmement vulgaire, ou pour des idiots, elle fait l'idiote. Voilà, elle s'attend à être fusillée, on lui demande alors qu'est-ce que vous en pensez? Oh ben je regarde. Voilà, elle fait l'idiote, et c'est extrêmement drôle. C'est du trollage pur, et c'est extrêmement efficace, hein, le trollage. Elle met en rage les Versaillais, notamment quand elle est en prison et que, bon, il y a plein de visiteurs qui viennent rendre visite et qu'elle... je retrouverai jamais la page. Évidemment, et qu'elle les caricature avec un bout de charbon sur le mur et qu'elle les rend furieux. Ça veut dire qu'à leur temps, ça c'est vraiment ça, ce que j'aime dans le trollage, et c'est cette déconstruction trollesque, elle tend un miroir. En jouant l'idiote, elle montre qu'elle prend pour des idiots, qu'elle méprise, et en même temps, une forme d'irrévérence et de subversion. Que je pense profondément révolutionnaire, et c'est aussi pour cela que je pense que l'humour est une composante essentielle du féminisme. Ça ne veut pas dire que ça exclut le reste, et que c'est impossible, etc., mais que c'est vraiment une chose fondamentale, l'humour. Et ne pas se prendre au sérieux. Prendre au sérieux ce qui est sérieux sans se prendre au sérieux. Quelque chose de cet ordre-là, qui n'empêche pas l'inscription dans l'histoire, la croyance, pas épiphanique, hein, mais en un avenir optimiste, scientifique, d'égalité, de justice sociale, et qui ne peut pas prendre au sérieux les bourreaux, et qui va dire les exécutions. Donc c'est dur, hein, si vous avez du mal avec les violences... c'est dur, hein, la commune. Hein, c'est, la répression qu'a subie la commune est abominable. Hein. Mais voilà, et c'est à ce moment-là que ça apparaît. C'est touche d'humour, ça se localise fondamentalement à ce moment-là. Ce qui le rend plus supportable à lire, malgré tout. Et qui prépare cette vision donc de la souffrance, de la douleur, de la perte, comme appartenant à cette marche de l'histoire. Mais on n'a pas la leçon à ce moment-là. Et ça, alors c'est un truc qui m'a beaucoup rappelé le Pachis Gracier, avec des scènes vraiment représentées de façon grotesque et semi-horrifique, semi-comique pour le Page. D'ailleurs avec aussi pas mal de femmes, comme si les femmes étaient des catalyseurs de registres, comme si elles augmentaient la diversité des registres quand elles apparaissent en contexte de guerre et de massacre. Et qui... bon, on le sait, elle mentionne beaucoup un truc qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est-à-dire les gens qui sont devenus fous des horreurs vues et subies, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle aujourd'hui un syndrome de stress post-traumatique. Et qui, pour le coup, et d'ailleurs quand on rapproche Louise Michel de son vivant, hein, de Théroigne de Méricourt, c'est une façon de la disqualifier par gaslighting en la ramenant à de la folie, alors que pour le coup, elle n'est pas devenue folle. A eu cette chance de... Voilà, parce que s'il y a l'humour et tout, je ne viens pas vous dire... non, je pense pas que... On peut pas le prévoir, ça. Voilà, on peut pas le savoir, on peut pas le prévoir. Et ça dépend d'énormément de choses. Et là, je vous renvoie à la psychotraumatologie, mais pas du jugement de comptoir, quoi, clairement pas. Mais j'ai trouvé vraiment remarquable que le romantisme le plus noir soit au début, pour parler du Second Empire, qu'elle appelle régulièrement le Troisième Empire. Ça, c'est très bien analysé dans les notes. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça fait bizarre après avoir... en sachant que le nazisme est... en tout cas, que le Troisième Reich est derrière nous. Ce qu'elle appelle le Troisième Empire, en fait, c'est comme une espèce de fusion entre le Second Empire et la Troisième République. Parce que la Troisième République est dans la continuité directe du Second Empire. Et non pas en point de rupture d'avec Napoléon III. Mais voilà, et cette irrévérence, donc là, on vous l'a déjà avec... il a appelé Baldinguet, Foutriquet, donc ce sont les surnoms de l'époque, Napoléon III. Mais alors, est-ce que c'est lié au fait qu'elle apparaît plus dans le récit? Oui, mais pas seulement. C'est aussi une tonalité qui montre une forme d'attitude face au désespoir, face au massacre, etc.
mais que je crois révolutionnaire en elle-même. Alors, qui en soi ne suffit pas à faire la révolution, mais qui me paraît être une des attitudes révolutionnaires face à l'oppression. Extrêmement intéressant. Et finalement, ça on l'a aussi chez Tardy, mais je ne l'avais pas vu comme ça, et on l'a évidemment chez Vallès. Voilà, cette irrévérence permanente. C'est pas le mélange concret abstrait qu'on a chez Vallès, c'est encore autre chose. C'est vraiment quelque chose de l'ordre du grotesque, de la farce et du trollage. Là, j'ai pas un mot plus explication de texte littéraire pour le dire. Ça m'a énormément plu. Et avec, donc, qui va parachever cette espèce de mouvement de l'histoire, téléologie continue, etc. Et donc, qui, en fait, peut même tisser des liens très rapidement avec la Rome antique, ou en tout cas, non, même jusqu'à la Rome antique, même si les emprunts sont rares, avec un tout petit peu de mention à l'esclavage, mais il y en a. Là, je parle d'histoire, mais c'est aussi géographique. Avec Cuba, avec évidemment la Nouvelle-Calédonie, mais on est vraiment dans l'internationalisme de Louise Michel qui, voilà, rappelle très rapidement, mais rappelle quand même que peu de ses collègues déportés ont soutenu les Kanaks comme elle a pu le faire. Et elle-même va d'ailleurs, dans une scène que j'ai trouvée splendide, que je vais même raconter à mon père tout à l'heure, tracer une lignée, une continuité entre la commune et les Kanaks, puisque avant l'insurrection kanak, deux de ses amis qui partent au combat, et qui en fait ne reviendront pas, viennent la voir pour la saluer. De nuit, ils frappent à sa porte, et elle sort son écharpe rouge de la commune, la coupe en deux, et la leur tend, en souvenir. Mais c'est aussi, évidemment, un lien qui est fait. Et c'est ça qui permet de dire que, en fait, si en borne chronologique stricte, elle aurait dû arrêter après l'hécatombe, voire au procès, comme ça, mais la déportation aurait pu ou dû être autre chose, en tout cas c'était toujours des possibilités. Quand on est dans l'optique de Tardy, c'est ce qui se passe, du cri du peuple de Tardy-Vautrin. Là, ce débordement chronologique permet de tisser ces liens. Et de montrer, de rappeler, même si ça sera beaucoup plus développé dans les mémoires, à ce que j'ai compris, la progression politique que continuent d'avoir les déportés sur le bateau, sur place, en revenant, etc., en Angleterre, en Belgique. Et donc, que la commune ne vit pas, du fait qu'elle continue à progresser dans une forme d'éducation populaire, politique, etc. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement fort, et ça passe donc par ces scènes qui sont presque donc, des scènes de genre, comme je l'évoquais chez Vallès, mais voilà, qui très emblématique, très iconique même, rapide, sans pathos à ce moment-là, parce que la sobriété, ça c'est comme chez Racine et l'effet de sourdine, j'ai fait une vidéo là-dessus, sur le Spitzer, permet de décupler l'effet par le peu d'effets fournis. Ça marche mieux. Et c'est mort, quoi. Et ça explique, voilà, cet humour, ça va aussi être celui qui va nouer les déportés entre eux contre l'administration et contre leur geôlier. Et donc la commune n'est pas morte parce qu'elle reste dans ses attitudes. Et c'est une des raisons, je pense, qui fait qu'elle apparaît aussi nettement à la fin du volume, en plus du fait que c'est un moment où Louise Michel se met elle-même plus en scène. Je voudrais évoquer un dernier point donc, sur cette continuité historique qui va être la récurrence de la métaphore non seulement du spectre, que j'ai signalé, donc du spectre de mai, une périphrase pour désigner donc, ce souvenir de la commune, et qui est la métaphore maritime. Et ça m'avait notamment, pas tellement de la vague, ça m'avait beaucoup marqué dans Suffragette Sally, parce que ça m'avait permis de redonner plus de sens à la métaphore des vagues féministes, première, deuxième, troisième, quatrième vague. Et ici, ça va beaucoup plus passer par l'image de la houle, de la foule houleuse, de la foule qui crée des flots et qui devient un océan. Et je pense, en fait, maintenant, et ça reste à démontrer, c'est vraiment une hypothèse, toujours dans l'optique d'un brouillon parlé, que ces métaphores maritimes, elles permettent de dire quelque chose qui sera repris ensuite dans les vagues de l'historiographie féministe, et qui parle de révolution et d'historiographie, on va dire,
au sens large socialiste, socialiste dans le sens du 19e, ou dans un sens quand même un peu plus fort. Et il y a un effet, et donc ça c'est assez récurrent. La houle est juste que cette houle qui va se briser sur des rochers. Ça, c'est une image qu'il y a dans Suffragette Sally. Je ne pense pas que Colmar ait lu Louise Michel, mais va-t-on savoir, mais en tout cas c'est une image qui va être naturelle, qui va permettre d'avoir non pas quelque chose de la scientificité, moi je trouve qu'on est plus dans quelque chose des éléments naturels qui peuvent rapprocher de l'épopée, qui va donner une image de sublime, c'est hugolien aussi. Hein. Ça va donner des images, à voir aussi, hein, une foule que l'on voit, effectivement, ça fait comme des vagues. Hein. Donc c'est très, très visuel, évidemment. Mais cette métaphore de la houle, alors j'aimerais savoir quelle en est l'histoire au XIXe siècle, en fait. Et alors ça, je vais chercher un moment, mais là, je n'ai pas eu le temps. Elle va en fait se trouver vraiment revivifiée par, justement, le voyage vers la Nouvelle-Calédonie, qui dure plusieurs mois. Et bon, les souffrances que ce voyage a pu occasionner à plusieurs déportés, mais Louise Michel, ça a été. Elle était en peine pour ses camarades. Et par la description de l'océan qu'elle peut enfin voir alors qu'elle aimait la mer. Et donc il y a quelque chose qui se réalise avec un passage comme ça, donc de la métaphore au véritable spectacle ou au paysage réel, par la traversée et par l'expérience réelle des vagues sur le bateau, et avec des descriptions qui sont splendides. C'est absolument splendide, parce que c'est hyper bien écrit. Quand je le dis comme ça, je dis rien, et en même temps, c'est encore plus beau que ça, quoi. Et ça m'a vraiment beaucoup marqué, ce passage qui m'a eu l'air de donner emblématiquement quelque chose de l'ordre d'une réalisation, quoi, de la métaphore en quelque chose de réel, et d'une révolution donc, qui continuait alors même qu'elle est en déportation. J'en ai relevé un passage, page 311, c'est la fin de l'hécatombe, c'est la fin, toute fin. Non, c'est... Parce qu'après, il y a des chapitres dans ces différentes parties. Donc c'est la fin de... C'est juste avant le chapitre La curée froide. Oui, parce que alors là, ce sont les métaphores de chasse qui apparaissent, c'est difficile. Et ça a l'air de correspondre à un autre roman de Louise Michel que je n'ai pas lu, qui est La chasse au loup. Donc c'est la fin du premier chapitre, La lutte dans Paris, l'égorgement. Plus haut que les cuivres sonnent les trompes du vent, et grisantes comme la poudre et l'électricité répandue dans l'air. Là, on a toutes ces images scientifiques. Les flots roquent, c'est un verbe, jetant aux rochers comme à l'escalade leurs griffes blanches d'écume. L'océan soulevé par des forces terribles et précipité dans les gouffres, comme si des bras immenses le prenaient et le rejetaient, ainsi que la patte au pétrin, et avec ces forces terribles se développent des puissances inconnues. Le flot du sang monte plus large au cœur, amenant toutes ces confuses choses de l'abîme et du lointain passé qu'on revit dans les éléments déchaînés. Dans la lutte implacable de Paris, l'impression était la même, mais c'était en avant qu'elle emportait le cœur dans le lointain devenir du progrès. Peut-être avons-nous ainsi vécu les transformations éternelles. Attirés par le carnage et suivant l'armée régulière, on vit, lorsque la commune fut morte, apparaître un peu avant les mouches des charniers ces goules, remontant, elles aussi, au lointain passé, peut-être tout simplement folles, ayant la rage et l'ivresse du sang. Vêtues avec élégance, elles rôdaient à travers le carnage, se repaissant de la vue des morts dont elles fouillaient du bout de leurs ombrelles les yeux sanglants. Quelques-unes, prises pour des pétroleuses, furent fusillées sur le tas avec les autres. On analyse rapidement. Hein. Donc là, on est sur un cataclysme. Hein. Nous l'avons vu au pays des cyclones, etc. Là, je suis sur la page précédente. Donc avec des moments, hein, repris là aussi des mémoires, qui disent la catastrophe et donc le changement d'air, la fin, la mort de la commune. Et c'est un moment où justement on a donc des anachronies avec ici une prolepse qui est donc l'annonce du retour de Calédonie. Qu'est-ce qu'on a dans ce passage que j'avais relevé et qui me sidère toujours autant ? C'est la catastrophe naturelle qui permet de dire la catastrophe historique et qui va lui donner une résonance épique.
Et cela avec donc les métaphores, hein, les trompes du vent, plus haut que les cuivres, hein, grisantes comme la poudre d'électricité répandue dans l'air. La poudre ici, hein, c'est la poudre des canons, hein, qui permet de dire la guerre comme un cataclysme, comme une catastrophe géologique, et qui va ramener cette catastrophe à une tempête océanique. Tempête océanique qui permet de dire l'histoire et donc qui prolonge cette métaphore du flot populaire. Avec la comparaison, hein, comme si des bras immenses, etc. Qui, en fait, permet d'ajouter à la métaphore, pour l'expliquer, une comparaison qui va être celle du mouvement de l'ouvrier boulanger. Avec la pâte à pétrin, qui aurait quelque chose de divin si le texte n'était pas profondément athée. Avec notamment la mention d'une Bible jetée dans la mer. Parce que le refus de Dieu et du christianisme est absolument complet. Et il fait aussi du bien. Il fait partie de cette irrévérence. Là, je donne mon avis. Quand je dis que ça fait du bien. Avec ces forces terribles se développent des puissances inconnues. Alors là, on va avoir des concepts qui permettent de dire ce qui sera appelé les forces de l'histoire, les moteurs de l'histoire, et qui va permettre donc de comprendre et d'orienter éventuellement ce mouvement, cette progression de l'histoire qui est ramenée donc à ce que nous on verrait de l'ordre de l'inconscient, mais qui est vraiment à comprendre comme un chaos originel antique. Hein. Ces confuses choses de l'abîme. Ça c'est très hugolien, ça c'est vraiment proche de la légende des siècles. On va noter l'antéposition de l'adjectif hein, qui va renforcer de l'abîme et du lointain passé. Sans date évidemment, puisque le lointain passé permet de ramener un temps des origines, obscures et mythiques, qu'on revit dans les éléments déchaînés. Et donc c'est quelque chose qui est profondément primitif. Ça, on va le retrouver avec l'Antéchrist de Renan, parlant donc notamment de la façon dont Néron a fait massacrer les chrétiens. On sait que c'est une transposition de la Commune. On va le voir aussi avec les... Ah, je l'avais sur le bout de la langue. Donc la légende des siècles. La bête humaine de Zola. Et cette image de l'homme des cavernes qui va permettre de dire la sauvagerie du personnage. Dans la lutte implacable de Paris, permet par un raccourci de parler de la lutte qui est dans Paris, mais qui va personnifier Paris. Commune de Paris contre Versailles, hein, l'impression était la même, etc. Et ça, ces raccourcis auxquels elle est assez sujette vont à vous permettre ces éléments de visualisation, de renforcement et d'historification, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ça va ramener à un mouvement historique. Mais c'était en avant qu'elle emportait le cœur dans le lointain devenir du progrès. Ça ramène à ce que je disais, donc, sur, là, par un effet de présent général, presque prolepse, donc presque vision de l'avenir, qui permet de donner un sens à ce qui est en train d'être vécu, donc l'hécatombe. Peut-être avons-nous ainsi vécu les transformations éternelles. Ça, c'est ce même mouvement de l'histoire avec quand même une prudence, peut-être qui ouvre la phrase. Et cette scène qui va devenir, qui est un contre-mythe, qui doit répondre au mythe des pétroleuses, et qui répond d'ailleurs en mentionnant les pétroleuses, donc de ces goules vêtues qui rôdent à travers le carnage. Donc les goules, ce sont des femmes vampires, et qui viennent voir les cadavres, avec une espèce d'explication hein, sur l'hallucination. Là on est presque en explication scientifique. La rage et l'ivresse du sang, ce sont des choses qui vont revenir avec ces idées de chasse et de spectacle du sang, et du sang ennemi. On peut noter le jeu de regard, hein, elles se repaissent donc, de l'hécatombe qui devient un spectacle pour les unes, et qui vont donc mettre leurs ombrelles dans les yeux des autres. Cette image des ombrelles, elle est topique, on oublie parfois qu'elle vient de Louise Michel, je la connaissais avant de lire La Commune. Je ne sais pas s'il est historiquement attesté, je ne m'y risquerai pas. Mais on vit, avec le on qui permet d'inclure Louise Michel, mais aussi d'être plus général, et de faire de cette d'une anecdote itérative, donc qui se reproduit a priori à plusieurs fois, une image emblématique de cette hécatombe. Ramener, même pas à un divertissement, vraiment à une chasse, c'est-à-dire, on peut pas dire que les gens chassent pour se faire plaisir, ils chassent parce qu'ils aiment tuer. Quand on fait de la chasse à course, c'est qu'on aime tuer. Enfin, il y a un moment, c'est pas juste qu'on aime faire du cheval, sinon on ferait du cheval.
quelques-unes prises pour des pétroleuses furent fusillées sur le tas avec les autres. On peut noter comment l'imparfait qui précédait répond ici le passé simple plus une quantité moindre, hein, quelques-unes. Ce groupe participial inséré qui va permettre en fait de donner une causalité, prise pour des pétroleuses, et donc en fait on voit ici une forme d'ironie de l'histoire mais aussi de l'historienne. Au mythe répond à notre mythe, hein, furent fusillées sur le tas avec les autres. Et donc celles qui se distinguaient par leur folie meurtrière, mais là on a vraiment quelque chose de l'ordre du roman gothique. Hein. Mais c'est pas parce que c'est écrit comme un roman gothique que ça n'a pas eu lieu. C'est ça qui est intéressant. C'est pourquoi prendre le roman gothique pour écrire. Pourquoi avoir ces accents hugoliens, etc. Parce qu'il s'agit d'une histoire qui montre ce genre de force, qui va ramener à ce genre destin, dira-t-on, au XIXe siècle, et qui donc se dit de la façon dont s'écrit le roman gothique, le tas avec les autres, qui permet de les ramener à une commune situation qui n'est même pas la leur. Et donc qui ramène un fameux tel est pris qu'il croyait prendre, un renversement de situation, sans commentaire. On sent tout de même une forme d'ironie. Je ne dirais pas qu'il y a une Schadenfreude, une joie du dommage, un plaisir, mais en tout cas il n'y a pas de pitié, ça c'est certain. On n'ira pas jusque-là. Voilà, ça m'a énormément plu pour cette complexité de l'écriture de l'histoire. Je pense que c'est quand même bien d'avoir une idée de ce qu'est la commune avant de lire Louise Michel, mais bon, moi je dois avouer que si je sais quand même ce qu'est la commune, je suis 19e-iste. Mais ça reste compliqué encore pour moi la commune. On est vraiment dans quelque chose de très différent, de quand même beaucoup plus facile à suivre que l'insurgé de Vallès, avec une voix qui se fait de plus en plus personnelle, mais parce que c'est aussi cette personnification, parce que Louise Michel a été mythifiée de son vivant, hein, est devenue une figure légendaire, qui va permettre la poursuite de cette commune. Je parlerai à un moment de ce folklore de la commune, si j'ai le temps de finir, de poursuivre mes lectures, parce que cette idée du mythe du grand soir, de la commune, etc., me semble encore assez complexe, mais bon, c'est pas le prochain. Je vous dis à bientôt.